Présenter rapidement qui je suis. Moi, je m'appelle Bruno, j'habite à Lyon et j'ai développé la plateforme Freelance Stack. Qu'est-ce que c'est? C'est un site internet, une plateforme qui vous permet en fait de retrouver des outils et des solutions digitales pour développer votre activité comme indépendant. Donc, c'est des outils qui vont vous servir à travailler chez des clients, pour votre quotidien, pour votre vie pro-perso. Et ça va de un compte bancaire ou une solution pour créer son auto-entreprise à un outil de méditation avec Petit Bambou. Et tout ça proposé en fait à des coûts et à des prix inférieurs à ce que vous pourrez trouver, puisqu'en fait, je propose des codes promo ou des liens traqués. Et dans le cadre du partenariat avec SharePic, en fait, si vous êtes en mission avec SharePic, vous avez l'abonnement Freelance Stack qui vous est offert quand vous êtes en mission. Au-delà de ça, en fait, moi, je suis indépendant depuis longtemps. Mes parents sont entrepreneurs, en tout cas commerçants. Donc, du coup, c'est pour ça que j'aime bien l'échange et, entre guillemets, la prospection. Et j'ai travaillé chez Doctolib pendant 3 ans, qui a été vraiment un gros apprentissage sur le sujet, et notamment plus sur l'idée de faire passer des messages et de communiquer avec des gens qui vous connaissent pas et avec qui, en fait, vous allez soit devoir faire passer des messages, soit récupérer, entre guillemets, de l'information, ou avoir un échange vraiment ouvert sur est-ce que ce que vous faites peut les intéresser. J'essaie de parler le moins possible de la vente, en fait. Et donc, l'idée du sommaire, c'est et pourquoi est-ce que je parle un peu moins de la vente, c'est de casser justement un peu les clichés de la prospection, qui est souvent trop associé à je dois te vendre quelque chose, et en fait, je dois un peu, pas t'escroquer, mais il y a quand même quelque chose d'une connotation négative. Ensuite, on va parler des méthodologies qui peuvent exister. Je vous donnerai des tips de prospection, et à la fin, on regardera des outils qui peuvent vous aider à prospecter, notamment quand vous travaillez dans le digital et que vous n'avez pas de porte-à-porte à faire, par exemple, ce qui est très très souvent le cas. Donc, pour commencer, l'idée, c'est de casser un peu les clichés et de se dire que, il y a des gens qui n'aiment pas prospecter. Il y en a qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément le profil pour réussir de la prospection, en tout cas qui n'ont pas forcément d'affinité. Mais l'idée, c'est de se dire que déjà, c'est un métier. Et moi, ça, je l'ai vraiment vécu. Et j'ai rencontré des gens qui étaient très, très bons en prospection et qui avaient tout à l'opposé d'une personne qui vous vend un forfait téléphonique, clairement, et qui était vraiment là pour apporter du conseil. Et l'idée, c'est de vous dire aussi que en fait, tout le monde prospecte, mais on appelle ça communiquer, collaborer, travailler, mais en fait, tout le monde le fait. Que ça soit votre boulangère ou votre boulanger quand vous allez acheter du pain, il vous renseigne sur le pain et en fait, il vous prospecte parce que peut-être qu'il vous renseigne sur un pain qui fait plus en ce moment. Enfin, le monde est fait de ça. Donc, il ne faut pas forcément se dire que c'est quelque chose de négatif. Vous êtes là, et l'idée ce que je veux vous faire partager, c'est que vous êtes là avant tout pour informer des gens avec qui vous allez avoir des discussions. En fait, c'est rien que ça, en fait. Et ensuite, vous n'êtes pas là que pour vendre, puisqu'en fait, un vendeur ou n'importe quel vendeur dans un magasin a une obligation d'information, c'est-à-dire qu'il doit vous expliquer en fait qu'est-ce qu'il propose comme service, comme outil, comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a une garantie quand c'est un produit, par exemple. Et donc, il est là avant tout pour vous informer. Et si ça répond à un besoin que vous pouvez avoir, vous avez la possibilité de vendre quelque chose. Mais il y a beaucoup aujourd'hui dans le digital de projets qui se développent, pas parce que vous avez un projet fini tout de suite maintenant disponible, mais parce que vous avez une compétence, une qualification, une potentialité, un savoir-faire, une expertise. Et tout ça, en fait, sont indirectement des arguments de vente, mais quand ils sont bien présentés, fait beaucoup plus, finalement, la rencontre d'une personne qui a un besoin avec la rencontre d'une personne qui peut répondre à ce besoin. Donc, l'idée, c'est quand même d'y prendre du plaisir. Et je vous invite vraiment à essayer au maximum d'apprécier tous ces échanges-là, même quand on parle d'un prix, d'un TJM, d'une facturation. Donc, là, je vais vous faire en fait les différentes étapes de la méthodologie. Je regardais parfois un peu l'heure aussi pour tenir un peu le timing. L'idée, c'est qu'en fait, avant toute chose, quand vous faites de la prospection, ce qui compte, c'est vous. Et alors, c'est facile, à dire, mais l'idée, c'est qu'en fait, vous avez des expériences, même quand vous débutez, vous avez un savoir-faire.
et vous avez des forces et des faiblesses. Et l'idée, c'est de partir de vous, savoir, est-ce que vous êtes un bon communicant? Est-ce que vous aimez un peu moins communiquer? Quel type de compétences vous avez? Est-ce que vous avez une offre définie, claire et cohérente, comme je le marque là? Est-ce que vous pouvez répondre à un besoin? Quels sont vos types de clients? Et tout ça, en fait, passe par à la fois qui vous êtes et quelle offre vous avez développée. Puisqu'en fait, en partant de qui vous êtes, les compétences que vous avez et l'offre que vous avez développée, vous allez pouvoir répondre à certains types de besoins. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus, entre guillemets, de spécialisation. C'est qu'en fait, aujourd'hui, si vous avez la compétence de créer un site web, il y a quand même des compétences avec, je peux créer un site web en Symfony, je peux créer un site web en WordPrest, je peux créer un site web en Node.js, et c'est quand même des compétences totalement différentes. Donc l'idée aussi est de vous baser avant tout sur vos expériences passées. Moi, quand j'ai développé Freelance Stack, toutes mes anciennes expériences, quand j'ai travaillé par exemple chez EY, que j'étais auditeur financier pour gérer les comptes de ma boîte, ça m'a carrément aidé pour faire un business plan. Quand j'ai travaillé chez Doctolib, ça a beaucoup pour la prospection, pour gérer énormément de projets en même temps, gérer du développement, de la gestion de projet. Et j'ai avant de lancer aussi d'autres entreprises qui n'ont pas marché, et ça m'a permis de faire ensuite une réflexion sur qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fonctionné. Et tout ça, en fait, c'est à la fois des hard skills, c'est-à-dire vos compétences, et aussi des soft skills. Parce que aujourd'hui, ce qu'on recherche plus, et moi, quand demain j'étais amené à recruter quelqu'un, je ne vais pas forcément le recruter sur son savoir-faire immédiat. Alors, je sais qu'il a des expériences, etc., mais c'est aussi sur son savoir-être et comment est-ce qu'il se comporte et quelle est sa capacité d'évolution et de compréhension des problèmes que moi je vais avoir. Puisqu'en fait, s'il a un peu d'expérience ou un background intéressant et qu'il a des bonnes soft skills, il comprendra ce que je veux lui dire en fait. Et ça, c'est vraiment important dans la prospection, d'essayer au maximum de comprendre quels sont les besoins de son interlocuteur. Donc, en fait, quand vous avez une discussion avec quelqu'un ou que vous avez, un rendez-vous de prospection plus classique, ou même, je vous dirais, si vous faites du porte-à-porte, en fait, ou que vous écrivez un mail de prospection, il y a quand même des éléments et des grandes étapes, à mon sens, qu'il faut respecter. En amont de la prospection, clairement, ce qui est hyper important à faire, c'est de savoir qui vous allez contacter, pourquoi, à quoi vous pouvez potentiellement l'aider, c'est-à-dire si vous développez des sites internet et que vous voyez qu'il a un site un peu vieillot ou qu'il a des failles de sécurité ou des choses comme ça, ça peut être une approche en fait, mais il faut préparer votre rendez-vous avant pour ne pas arriver et diminuer en fait le maximum de calls froids que vous pourrez faire. Moi, je vous prends un exemple. Quand j'étais chez Doctolib, ça m'arrivait très souvent d'arriver dans des salles d'attente de cabinets qui étaient modernes, avec des tableaux d'artistes, etc. Et parfois, il est arrivé que, en fait, ça soit des artistes que je connais, lyonnais ou des graffeurs, des choses comme ça. C'était une vraie entrée en matière pour moi pour réchauffer un peu la conversation avec le médecin. Et souvent, j'en parlais, parce que ça met un peu plus d'intimité dans le rendez-vous, mais deux, c'est parce qu'aussi, je pense que ça l'intéresse, et moi, ça m'intéresse, en fait. C'est une entrée qui est un peu différente de oui, qu'est-ce que vous voulez me vendre ou qu'est-ce que vous avez à me dire. C'est beaucoup plus chaud, en fait, en termes d'ambiance. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous conseille. Et si vous faites de la prospection téléphonique ou par mail, c'est de le faire par cible, c'est-à-dire vous allez faire vos personas, c'est-à-dire vous allez dire moi je veux prospecter tel type de personne, c'est une personne qui travaille dans une grande entreprise qui gère les ressources humaines d'une boîte entre 50 et 100 salariés, je vais généralement pouvoir la contacter par mail ou par LinkedIn et en fait l'idée c'est de contacter ces personnes-là en même temps, ce qui va vous permettre de développer une espèce d'expertise par profil, c'est-à-dire que globalement on a 80% en fonction des métiers qu'on a, tous à peu près les mêmes problématiques. Il y a ce qu'on appelle le 80-20. Et l'idée, en fait, c'est de développer une expertise en fonction de la personne que vous allez appeler. Moi, quand j'appelais un médecin généraliste, c'était totalement différent que d'appeler un chirurgien de l'épaule. Et c'est exactement la même chose dans le digital. En fait, quand vous contactez une personne du département achat, il n'a pas du tout la même vision que une personne dans les ressources humaines. Et c'est carrément un monde différent, même s'ils sont dans la même entreprise. Donc l'idée,
c'est de contacter les gens par vague pour améliorer en fait les retours ou les feelings que vous allez pouvoir avoir quand vous discutez avec quelqu'un. Et à la fin, vous allez trouver aussi, et c'est souvent le processus de répétition qui fait que vous allez développer un discours équilibré, que vous allez casser en amont en fait les objections, etc. Du coup, dans le déroulement d'un rendez-vous, d'un call ou d'un mail, il faut avoir vraiment préparé en amont une phrase d'introduction ou une accroche ou un élément qui permet assez vite de créer un lien avec la personne. Et ça peut être, je travaille avec une boîte qui m'a parlé de vous, si c'est le cas. Mais vous avez forcément un point commun qui peut se trouver ou une accroche si vous travaillez un peu la contextualisation de votre rendez-vous en amont. L'idée ensuite, c'est que en fonction de si vous voulez prendre un rendez-vous, si vous avez un rendez-vous prévu, il y a quand même des choses qui vont un peu différer. J'insiste juste sur le fait que si vous voulez prendre un rendez-vous, et c'est pour ça que je le mettais, il y avait un gros focus, c'est quand vous voulez prendre rendez-vous avec quelqu'un, vous êtes là pour prendre rendez-vous. Vous n'êtes pas là pour vendre ou expliquer quelque chose. Je prends un exemple. Moi, si aujourd'hui j'ai besoin de, je sais pas, je veux rentrer en contact avec un logiciel de comptabilité que je vais référencer sur FreelanceStack, je vais pas lui écrire un mail avec 50 phrases en lui disant ce que j'ai fait, avec qui je travaille, pourquoi je suis là. Je vais lui envoyer un mail de je travaille avec des indépendants qui ont des besoins d'outils numériques, j'ai développé FreelanceStack, j'aimerais bien qu'on puisse discuter ensemble 30 minutes dans 2 semaines pour pouvoir en parler. Et en fait, l'idée, c'est que on reçoit tous des tonnes de mails, on est hyper prospecté, en tout cas, on est hyper sollicité. Et l'idée, c'est d'aller à l'essentiel. C'est-à-dire, j'envoie un mail pour demander un rendez-vous à la personne. Je n'envoie pas un mail pour lui demander un rendez-vous et en même temps lui dire je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Sinon, en fait, vous perdez complètement le sens du message. Donc, l'idée, c'est vraiment, de toute façon, en général, aller à l'essentiel et être plutôt directif. Souvent, dans la vente, en fait, on se rend compte qu'il y a à la fois une rencontre entre un besoin et une personne qui peut répondre à ce besoin, mais il y a aussi un jeu d'affluence autour, c'est-à-dire la personne qui répond aux besoins va aussi parfois apporter son expérience et va aussi transformer un peu le besoin du client qui n'a pas forcément pensé à tous les éléments. Et donc l'idée, c'est que en fait, même si on s'en aperçoit pas forcément, ça se co-construit très 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 souvent. Sauf quand c'est je vais acheter un iPhone 11, ok, on sait ce qu'il y a pas de surprise. Par contre, quand c'est tout ce qui est un peu création et donc digital, c'est souvent adaptable. Donc du coup, il est important vraiment d'avoir des discussions et des phases de discussion ouvertes. Ensuite, dans la phase généralement d'un rendez-vous, moi ce que je vous recommande, c'est de faire une phase de découverte, c'est-à-dire expliquer en fait qui vous êtes, expliquer qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, quelle est votre entreprise, est-ce que vous avez des salariés, quelle offre vous proposez, avec qui vous avez déjà travaillé, depuis combien de temps vous êtes indépendant, est-ce que vous aimez est-ce que vous venez d'une région particulière? Moi, je dis très souvent que je viens de Bretagne. Mes parents me disent, je ne vous l'ai pas dit, mais parfois ça m'arrive. L'idée, en fait, c'est vraiment de ramener, encore une fois, un peu de personnalité et un peu d'intuitu personae, en fait, à la personne qui est en face de vous. Parce que vous avez souvent des accroches, en tout cas, vous avez souvent peut-être des éléments communs avec cette personne qui vont vous permettre de développer une relation de confiance plus rapide. Donc, c'est vraiment important d'expliquer à la personne qui vous êtes. Ça peut être votre âge, il peut y avoir énormément de choses et ça peut être des choses aussi que vous aimez faire ou dire en fait. Et potentiellement, la personne en face va s'intéresser à ça. Ensuite, l'idée, c'est de dérouler en fait une phase de présentation de ce que vous faites. Ça va être une présentation par exemple de vos services et ça peut être à adapter aussi bien évidemment en fonction du temps que le client peut vous accorder. Et ça, c'est assez important de le fixer en amont, en fait, ce temps. Et pas d'arriver et de se dire, moi, je pense qu'il va me donner 30 minutes. Non, en fait, moi, je cadrais toujours le rendez-vous avec un médecin chez Doctolib. Ça pouvait être, j'ai 2 heures devant moi, j'ai 2 minutes, montre en main. Et donc, du coup, il fallait cadrer dès le début. Et en fonction de ça, en fait, j'ouvrais des tiroirs un peu d'arguments ou un peu de discours que j'avais et que j'adaptais directement en fonction du temps que j'avais.
Et donc, l'idée, généralement, c'est de faire 3 grandes phases. C'est une présentation vraiment générale, comme par exemple, moi, si je vous la fais, je développe FreelanceStack, qui est une plateforme qui propose des outils digitaux pour les freelances et les indépendants. Ça, c'est mon pitch court. Ensuite, un élément de valeur 3-4, c'est je propose de référencer des outils qui permettent à des indépendants de développer leur activité. Je propose également des réductions et des codes promo pour les personnes qui veulent souscrire à des offres premium sur ces outils. Et enfin, je propose aussi de l'achat groupé comme une centrale d'achat si des indépendants veulent se regrouper pour acheter des formations, des certifications, du hardware, etc. Là, vous voyez, j'ai situé mon entreprise en 3-4 points et la personne sait directement quel tiroir potentiellement elle a envie d'ouvrir. Et là, vous avez 2 possibilités. Souvent, quand vous expliquez ce que vous faites, soit la personne va rebondir directement et là, vous vous dites, tiens, ça, c'est un élément qui peut l'intéresser. Soit elle va vous envoyer des objections. Et ça, ce qui est hyper important quand vous faites de la prospection ou quand vous discutez avec quelqu'un, c'est de noter toutes les objections que vous pouvez avoir. Puisqu'en fait, l'humain, souvent, se concentre beaucoup sur les objections et va se dire, moi, le produit qu'il me propose ou l'offre qu'il me propose, moi, je suis différent, en fait. Et du coup, non, mais moi, ça ne marchera pas pour moi. Alors qu'en fait, dans 80% des cas, ça marche. Mais on regarde tous les 20% qui ne fonctionnent pas. Et donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est toutes les objections que vous pourriez avoir. Par exemple, je sais pas, moi, je vais développer un site internet, mais j'aimerais pas mettre ma photo. En fait, si, c'est important parce que ça rajoute de la chaleur. Ça, c'est quelque chose qui, dès le début, vous pourriez un peu anti-objecter dans votre discours. Ça veut dire, on a fait un site internet avec telle personne, on avait mis les photos de l'équipe, les gens se projettent, ils voient dans les locaux dans lesquels on travaille, du coup c'est vachement bien et il y a beaucoup plus de retours de gens qui sont intéressés pour venir nous voir parce qu'ils trouvent que nos locaux sont sympas. Vous voyez, ça c'est des choses que vous pouvez préparer dans votre pitch en amont pour anti-objecter en fait ce que votre prospect ou interlocuteur en face va vous dire. L'idée c'est que dans un rendez-vous, plus vous préparez le rendez-vous et plus vous avez des arguments anti-objection, mieux ça se passera. Parce que parfois, les gens vont vous recevoir, mais ils vont vous assommer d'objections, vous dire ça marche pas pour moi, ça j'ai déjà essayé. Mais en fait, il y a énormément de choses à creuser derrière. C'est-à-dire, quand on vous dit moi j'ai déjà essayé, moi ça je connais, ça mérite souvent de creuser derrière qu'est-ce qu'elle connaît vraiment, qu'est-ce qu'elle a déjà essayé et à quel niveau. Parce qu'en fait, souvent, moi je vous dis, quand j'étais chez Doctolib, les médecins ou les secrétaires qui travaillaient avec un agenda papier me disaient « Ah non, mais Internet, non merci, c'est pas pour moi ». Alors qu'en fait, elles étaient toute la journée sur leur smartphone en train de jouer à Candy Crush. Et qu'elles me disaient « Non, mais le contrôle des données, alors que toute la journée, les cabinets se font pomper des usages, des informations, etc. » Donc, il faut vraiment souvent vraiment à la fois se mettre à la place de son prospect et creuser les objections qu'il peut vous donner. Et plus vous les listez, plus vous pourrez les travailler en amont pour directement les anti-objecter. Moi, je vous prends un exemple très concret. Chez Doctolib, on nous disait, il y a beaucoup de médecins qui nous disaient, oui, non mais Doctolib, les rendez-vous en ligne, c'est pas fait pour les personnes âgées. Et en fait, nous, dans le discours, on leur disait directement qu'en fait, les personnes qui sont malades, c'est souvent des personnes qui sont plus âgées. Donc, c'est eux qui génèrent des appels. Et si vous leur dites demain qu'ils peuvent prendre rendez-vous sur Internet, ça sera le petit-fils ou même elles qui s'y mettront parce qu'elles y verront un intérêt. Et c'était un argument qu'on donnait dès le début parce que sinon, vous pouvez être sûr que dans 95% des cas, on vous disait « Oui, mais moi, j'ai une patientèle âgée ». Alors qu'aujourd'hui, tous les centres Covid sont équipés de Doctolib et toutes les personnes âgées peuvent prendre rendez-vous, alors qu'il y en a, mais ils peuvent prendre rendez-vous sans problème et ça se passe hyper bien. Ensuite, et je regarde un peu l'heure, il y a toute une phase d'échange, parce que l'idée, ce ne soit pas uniquement, un long discours sans échange. Donc là, il faut aussi laisser la place à votre interlocuteur. Moi, c'est quelque chose que parfois j'ai du mal à faire, parce que je bombarde d'arguments, mais j'oublie parfois que il faut avoir un échange et que peut-être que ça répond pas du tout à la personne. Donc le conseil, c'est des fois arrêter un peu de parler ou diminuer son intonation et voir, ou même parfois dire à son interlocuteur, est-ce que ça vous intéresse? Qu'est-ce que vous en pensez? Des questions ouvertes, en fait. Et tout ça va permettre de vous situer un peu, comme sur une note de 0 à 10, est-ce que ce que je suis en train de dire peut intéresser la personne?
Et souvent, la personne à ce moment-là va vous donner des éléments. Elle va vous dire, par exemple, j'avais déjà fait ça, mais ça n'a pas marché. Là, on est sur un projet pour faire quelque chose comme ça, et peut-être que ça a une convergence avec ce que vous proposez. Et l'idée, c'est vraiment d'ouvrir la discussion que vous avez avec cette personne pour situer un peu la place de ce que vous pourriez faire chez eux. Donc ça, c'est toute la phase d'échange et elle est vraiment fondamentale en fait. Et elle peut durer vraiment longtemps. Et plus vous échangez, plus vous connaîtrez la personne en face de vous et plus vous serez en fait, est-ce que vous êtes la bonne personne? Est-ce que ça va se faire ou pas? Et dans quelles conditions? Et ça, c'est beaucoup de choses qui passent un peu dans le discours et qui se décryptent souvent après le rendez-vous en fait. Et après, vous allez avoir les étapes 4-5 qui sont closer et conclure ou se projeter. Très souvent, dans vos métiers et dans le mien, on ne signe pas à la minute. En fait, ça prend beaucoup de temps. Et moi, à la base, j'étais même pas habitué à autant de temps que ça. Donc, j'étais assez frustré de me dire, mais attends, je lui ai tout dit. Et là, il me dit, je vais réfléchir. Des fois, c'est un peu frustrant. Mais en fait, l'idée, c'est qu'il faut, amener son prospect à s'engager envers vous et le réassurer, ne pas hésiter à lui poser des questions si c'est clair ou pas clair, s'il n'a pas de réponse, le questionner. Enfin, l'idée, en fait, c'est que ne vous dites jamais que vous pensez qu'il a tout compris, que c'est clair et que il vous appelle lundi pour vous dire OK. Il y a systématiquement des phases de réassurance, des nouveaux échanges qui vont être prévus. Et moi, par rapport à ça, le meilleur conseil que je peux vous proposer, c'est de prendre une next step. On appelle ça, c'est-à-dire un prochain rendez-vous ou une étape, une prochaine étape de savoir est-ce qu'il y a une action et qui va la faire. Par exemple, si votre prospect vous dit je vais y réfléchir, proposez-lui en fait de trouver un moment pour débriefer dans 2 semaines. Et vous pouvez lui dire ok, trop bien, ce que je vous propose, c'est que on se rappelle dans 2 semaines. Est-ce que ça vous dit qu'on se trouve 10 minutes dans nos agendas et moi, je vous rappelle à ce moment-là pour débriefer. Ça permet tout de suite de projeter la personne et la personne va tout de suite vous dire, que ce soit un client ou quelqu'un avec qui vous collaborez. Si elle vous dit « ouais, je sais pas trop », déjà, voilà, sur la note sur 10, vous la baissez un peu. Si elle vous dit « là, en ce moment, j'ai pas le temps, mais ça m'intéresse carrément », là, vous vous dites « ok, elle est vachement intéressée, mais là, c'est pas la prio, donc bon, je vais pas… entre guillemets, la pousser. Je vais lui dire, ok, on se revoit dans 2 mois quand vous aurez le temps et vous fixez tout de suite une étape. Mais en fait, l'idée, c'est de fixer en fait des échéances et en fait, si vous prospectez un temps X ou Y dans votre semaine, et à la fin, vous allez développer en fait ce qu'on appelle un pipe et donc vous allez avoir des étapes avec des clients potentiels à différents moments de l'année. Et ça va vous permettre de développer une activité pérenne et sur du long terme, en fait. Et donc, si vous vous attenez à avoir un temps X ou Y par semaine, et à la fin, vous aurez finalement, à la fin parfois, dans ces temps-là, en fait, vous relancerez des gens que vous avez déjà appelés, avec qui vous vous êtes prévu cette next step. Et ça vous permet vraiment de développer en fait un pipe et des étapes complémentaires avec vos prospects et de se dire, en fait, à la fin, ça vous permettra d'avoir des missions récurrentes avec des prospects différents tous les mois parce que vous aurez pas projeté trop votre interlocuteur à faut qu'on se rappelle demain, mais vous l'aurez pas oublié non plus. Et c'est pour ça que c'est vraiment important, et j'explique ça souvent, c'est de faire un suivi militaire. Si la personne ne vous dit pas non, relancez-la. La harcelez pas, mais relancez-la. Si elle vous dit oui, je vais en parler avec quelqu'un d'autre, dites-lui, je vous propose, si vous voulez, moi je suis disponible pour en parler avec elle. Est-ce que ça vous dit qu'on en parle tous les 3? Parce que tout ça, c'est il faut quand même que vous soyez en maîtrise de tous ces éléments-là et que vous puissiez vous projeter à vous dire, est-ce que ça vaut le coup que je continue à bosser avec cette personne par rapport à ce que ça peut me rapporter? Parce qu'en fait, on a tous notre temps est tous compté, en fait. Donc ça, c'est aussi un élément vraiment important à prendre en compte, c'est-à-dire projeter l'autre, ne pas hésiter à poser des questions et à dire est-ce que ça intéresse ou pas, et aussi imaginer la suite. Et ça, c'est par le retour de votre interlocuteur que vous allez pouvoir situer en fait votre niveau le niveau de chaleur et de probabilité en fait de closing.
Dans alors je repars un petit peu pour voir où est-ce que j'en suis. Tac, tac, tac. Ouais, ok. On n'est pas si mal. Tips dans le désordre. Donc, dans l'idée de répondre aux objections, vous en allez en avoir des classiques, en fait. Donc, ce que j'ai un peu marqué, c'est les basiques. Et tout ça, il faut vraiment le travailler. Quand vous êtes en rendez-vous, en fait, le plus, entre guillemets, l'un des sujets les plus importants, c'est l'intuitu, donc le lien que vous allez développer avec la personne, ce qui se fait très 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 vite. L'affinité, je sais pas, le regard, il y a beaucoup de choses un peu au-delà des mots, etc., qui passent. Et ensuite, ça va être votre capacité en fait à répondre aux objections. Si la personne vous dit je suis pas intéressé, si elle vous dit on a déjà quelqu'un qui travaille avec nous. Enfin, en fait, vous voyez, je vous ai listé, c'est trop cher, on a déjà la compétence en interne, je dois en parler avec un tel ou autre, creuser. Enfin, ces objections-là, en fait, vous pouvez les imaginer en avance et les avoir préparées en avance pour faire en sorte que la personne ne vous le mette pas, comme ça à la fin du rendez-vous en avant. Ça veut dire que quand vous discutez avec elle, vous pouvez très bien lui demander aussi qu'elle vous présente un peu l'entreprise, qu'elle vous explique, elle, ce qu'elle fait, son rôle, avec qui elle travaille. Et donc, aussi bien, en fait, ils ont déjà 50 développeurs qui travaillent avec eux, et la personne sera intéressée par votre profil, notamment parce que vous avez une expertise hyper poussée en ads ou en sujet X ou Y. Et donc, ces objections, vous les aurez souvent si vous n'avez pas bien aussi questionné votre interlocuteur ou préparé votre rendez-vous. Si vous n'êtes pas renseigné potentiellement sur la taille de l'entreprise, vous allez arriver en vous disant qu'elle a aucun développeur alors qu'en fait elle a une équipe de 2 personnes ou de 50 personnes. Donc c'est quand même, plus vous avez préparé votre rendez-vous et notamment les objections, moins vous en aurez et donc plus vous pourrez dégager de confiance. C'est-à-dire que là, si dans une discussion avec quelqu'un, elle va vous dire ouais, je sais pas trop, qu'ensuite elle va vous dire oui, mais il faut que j'en parle avec le boss, et qu'ensuite elle va vous dire mais de toute façon on n'a pas de budget, là vous comprenez que ça fait beaucoup d'objections. Donc si dès le début vous dites à la personne ça on peut le faire, je l'ai déjà fait dans telle entreprise et on avait impliqué le CEO parce que c'était important pour y mettre du sens et pour qu'il comprenne que ça peut bien se marketer ou que ça va lui permettre de développer son entreprise. Là, en fait, vous cassez les objections de il faut que j'en parle avec un tel. Ou alors la personne va vous dire ouais, c'est pas une mauvaise idée, je veux bien qu'on en parle tous les trois. Et donc tout ça, en fait, c'est des tips, en fait, entre guillemets, anti-objection qui se préparent. Donc là, vous avez une liste des basiques. Et donc pour les éviter, c'est ce que je suis un peu en train de vous dire ici, il faut prendre des exemples, parce que parfois, en fait, les gens ne comprennent pas forcément bien ce que vous voulez leur dire. Il faut obligatoirement se mettre à sa place, c'est-à-dire vous mettre dans le contexte de l'entreprise et vous dire ok, si aujourd'hui elle vous dit que elle veut refaire son site internet mais qu'elle est en train de changer le nom de sa marque, c'est peut-être pas le bon moment parce que vous allez faire un site internet bleu, jaune, vert alors que son logo va devenir rouge, rose, violet. Donc il y a quand même il faut à un moment donné en fait pouvoir situer un peu les besoins et vous mettre à la place de l'interlocuteur. Ensuite, essayer d'avoir un vocabulaire le plus simple et le plus clair possible, notamment quand ça rentre vraiment dans pas mal de complexité ou dans l'aspect technique. C'est pas trop des sujets ou des éléments dans lesquels il faut rentrer, sauf si la personne est compétente pour en parler. Par exemple, moi, si aujourd'hui vous me parlez de Google Ads, je suis capable d'en parler pendant 1 heure, mais je parlerai pendant 1 heure de trucs hyper basiques d'un mec qui est en fait incompétent sur le sujet, mais parce qu'en fait, je le maîtrise pas. Et potentiellement, certains se diront il a l'air d'en savoir beaucoup alors qu'en fait j'y connais rien. Donc c'est important d'utiliser un vocabulaire simple et de savoir aussi est-ce que la personne encore une fois en face de vous c'est la bonne personne, est-ce qu'elle peut prendre des décisions et est-ce qu'elle est compétente sur le domaine sur lequel vous venez lui parler. Sinon c'est que c'est pas forcément la bonne interlocutrice. Et ça aussi c'est un vrai sujet, c'est de savoir à qui on s'adresse et est-ce que c'est cette personne qui peut potentiellement prendre la décision ou une personne que vous devez obligatoirement rencontrer pour travailler avec cette entreprise-là. Et donc, c'est pour ça que, encore une fois, il faut travailler le sujet en avant et tout ça vous permet en fait de développer de la crédibilité et de la confiance. Quand vous discutez avec quelqu'un, si vous prenez des exemples, que vous mettez à sa place et vous employez un vocabulaire qu'elle va comprendre, clairement, elle vous sent
beaucoup plus crédible sur le sujet et elle se dira que elle travaillerait potentiellement avec quelqu'un qui va pas faire défaut, qui sait de quoi il parle et qui est plus ce qu'on appelle aujourd'hui les doers que ceux qui parlent parce qu'ils ont lu ça dans des bouquins. Moi, c'est vraiment ce que je m'attache à faire en général, c'est je ne fais que ce que je sais faire et ce que j'ai potentiellement déjà fait, ou en tout cas testé. Après, il y a toujours une part d'improvisation, mais il faut quand même qu'elle soit maîtrisée. Et enfin, et c'est un élément que moi je me remets souvent, c'est d'essayer de ne pas répondre à tout. Il faut aussi dire à son interlocuteur quand on ne sait pas. Moi, il y a des fois, on me pose des questions, je ne sais pas. Je dis, honnêtement, là, je ne peux pas te répondre, mais je vais regarder, je vais travailler la question et on peut s'en reparler la semaine prochaine. Ça vous permet à la fois potentiellement de projeter une next step et aussi de paraître vraiment sincère sur le fait que vous n'avez pas forcément réponse à tout. Par contre, vous allez trouver des réponses à ces questions-là, en tout cas vous renseigner sur le sujet. Et ça, c'est aussi important pour ne pas faire un peu comme si on savait tout, en fait. Parce que personne ne sait tout et on est tous dans des cycles d'apprentissage de toute façon. Donc ça, c'était plus la partie objection. Il y a une petite question, peut-être que tu peux répondre maintenant. Ouais. Est-ce que tu as des astuces lors du premier contact pour sentir les clients chiants, mauvais payeurs? Alors, en fait, il y a comment dire en fait, c'est à la fois subjectif et en même temps, ça peut aussi un peu se déterminer. Moi, honnêtement, pour vous dire, j'ai pas de clé magique ou de recette. Simplement, je pense qu'il faut le faire par rapport à la sensation que vous avez. Moi, honnêtement, quand j'ai lancé de Freelance Stack, j'ai travaillé avec des gens avec qui ça s'est mal passé et je pensais pas que ça serait le cas au début. J'ai pas travaillé avec des gens qui étaient mauvais payeurs, mais par contre, quand j'ai commencé à travailler avec des clients, je pensais pas forcément pour moi, on payait à 15 jours max, alors qu'en fait, je me suis aperçu qu'on payait à 90 jours. Donc ça, c'est des choses en fait que vous pouvez aborder assez vite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un échange avec ce contact, déjà si l'échange se passe pas bien ou que par exemple la personne vous coupe la parole ou ne vous écoute pas ou fait quelque chose en même temps, et clairement c'est un indicateur qui montre que la personne n'était pas hyper intéressée par rapport à ce que vous lui dites ou en tout cas qu'elle vous écoute pas et qu'elle en fait un peu qu'à sa tête. Moi ça m'est arrivé et ça en fait c'est du feeling. Après, tout ce qui est mauvais payeur, effectivement, comme c'est marqué sur le chat, moi, je vous conseille systématiquement de demander un acompte. Et tout ça, vous devez l'inscrire dans vos factures ou dans vos devis. C'est-à-dire, quand vous envoyez un devis, vous devez mettre acompte, paiement, ça peut être... et ça, c'est vous qui le fixez. 25% tout de suite à la signature, 25% un tiers, un tiers, un tiers, ou 50-50, ou 25 en 4 fois. Et ça, c'est une vraie discussion que vous devez avoir, mais de façon vraiment ouverte et avec votre client. Et ça vous permet tout de suite de savoir, en fait, est-ce qu'elle a le budget, est-ce qu'elle n'a pas le budget, est-ce que ça va bien se passer ou pas. Après, vous avez des solutions aussi pour les mauvais payeurs, partir en conciliation, enfin, il y a plein de choses. Mais ça, c'est vraiment important à en parler. De toute façon, vous allez lui faire un devis. Et donc, après, vous lui dites, voilà, du coup, dans le devis, c'est 50% de paiement à la signature, ça confirme la prestation. Moi, ça me permet de vous booker de la place dans mon agenda. Et ensuite, quand je vous aurai livré le projet, c'est le 50% restant. Et attention, il faut être assez précis parce que à la livraison, ça peut être à la livraison, si c'est un site web, techniquement quand le site est terminé, ou est-ce que le contenu est inséré. Notamment si c'est le client qui met le contenu et qui met 6 ans à créer le contenu, c'est quand même pas mal d'avoir marqué que dès que la plateforme est développée, ça s'arrête. Et je suis payé. Et s'il met pas son contenu, c'est lui qui voit, en fait. Donc, l'idée, c'est de vous baquer quand même pas mal en amont et de le faire, en fait, comme vous l'entendez et d'essayer, encore une fois, de faire quelque chose de juste. Moi, je trouve qu'un 50-50, c'est juste, en fait. Oui, il peut y avoir aussi un bon à tirer à la fin. Après, ça va dépendre de votre client. Est-ce que vous voulez être hyper procédurier ou pas? Moi, je pense vraiment que
l'échange que vous allez avoir avec votre client avant de travailler avec lui va être fondamental pour la suite, en fait. Et si vous avez bien cadré les choses dès le début, il n'y aura pas de mauvaise surprise. S'il vous dit oui, on peut commencer comme ça, on peut commencer comme ça, mais il faut toujours qu'il y ait quelque chose de signé, un engagement ou un contrat type. Moi, souvent, je demande au client de signer le cahier des charges que je lui fais, en fait. Et le cahier des charges, ça peut être juste une feuille, un truc Word de 5 pages qui explique tout ce que je vais faire et qui explique aussi le contexte. Souvent, moi, je contextualise. Je dis, j'ai contacté telle personne parce que je fais tel service. L'entreprise en face m'a dit qu'elle était intéressée. Et voilà le cahier des charges sur lesquels on s'est fixé. Et ensuite, à la fin, je lui mets le devis. Et la personne me signe tout et toutes les pages. Et comme ça, on sait quels sont les engagements réciproques de chacun. Et ça, c'est vraiment important de parler d'engagement réciproque. Moi, quand je travaille avec quelqu'un qui me fait le contenu, je lui dis, voilà, le contenu, vous pouvez le faire de telle date à telle date, ça vous laisse 3 mois, c'est faisable. Et donc, au bout de ces 3 mois, le site doit être vraiment fini. Et c'est à vous d'être, de prendre les devants pour cadrer un début et une fin de mission. Si le client ne vous le fait pas, c'est fondamental de le faire. Voilà. Alors, je vais repartir parce que peut-être qu'il y a des tips aussi qui vont correspondre aux questions. Combien il y en a? J'en ai 4. Ah ouais, c'est ça. Quelle heure il est? Oui, bon, on est pas mal. Donc, dans les tips en amont, vraiment, moi, ce que j'essaie de faire quand je discute avec quelqu'un ou quand je parle avec quelqu'un, c'est rester moi-même, ne pas me survendre, ne pas parler de choses que je ne maîtrise pas. Bien évidemment, pour autant, j'ai travaillé mon discours avant et les mots ont énormément de sens. Et moi, ce que j'ai appris chez Doctolib, c'est que le sens du mot et le mot que vous allez employer va avoir clairement des interprétations complètement différentes et qu'il faut travailler à l'écrit son script et ensuite le présenter à des gens qui ne connaissent pas votre métier. C'est souvent un peu l'exemple de j'explique à ma grand-mère ce que je fais dans le digital. Si votre grand-mère réussit à comprendre, ça veut dire que vous êtes clair sur ce que vous dites. Et donc, il faut s'entraîner et s'entraîner à faire des pitchs longs et des pitchs courts et d'adapter son discours en fonction des personnes. Et bien évidemment, il faut rencontrer des gens pour tester. Et en fait, c'est le volume aussi qui fait la réussite à un moment donné. Et il faut prendre du plaisir. Si vous n'en prenez pas, posez-vous la question de pourquoi, en fait. Qu'est-ce que vous n'aimez pas faire? Mais globalement, il faut décortiquer ces éléments-là un par un. Et à la fin, vous verrez, ça sera beaucoup plus évident, en fait. Moi, ce que j'essaye au travers de ces tips, c'est de vous donner beaucoup plus envie de le faire parce que c'est quelque chose qui peut être vachement sympa, en fait. C'est aussi la découverte de d'autres personnes. Ensuite, dans la phase de prospection, ce qui est important, c'est de se fixer des objectifs et de se dire combien de personnes je veux appeler par semaine, quand est-ce que je le fais, par quels moyens je le fais, et se fixer des objectifs au travers d'un certain nombre de volumes. En fait, il est possible, statistiquement et assez finalement simplement, de se dire que dans l'année, si vous voulez avoir un salaire à X euros à l'année, il faut signer tant de contrats avec un TJM de temps, et ça veut dire que vous devrez faire X prestations dans l'année. Ça serait vraiment pas mal si vous pouvez l'écrire ou le calculer. Ça vous permet à la fin de déterminer en fait le nombre de personnes que vous allez devoir appeler. Alors ça va le faire au fur et à mesure du temps. Mais vous voyez, chez Doctolib, moi quand je suis arrivé, je faisais à peu près 30 porte-à-porte par jour. Aucun call, parce que je ne me sentais pas hyper à l'aise. Et en fait, au bout de 6 mois, tout s'est complètement transformé. À la fin, je faisais beaucoup plus de calls, un peu moins de porte-à-porte. Et surtout, au début, quand je faisais 30 porte-à-porte par jour, j'avais 2 rendez-vous qui m'étaient proposés. À la fin, j'en avais 8, 10, ce qui était énorme, en fait. Et donc, à la fin, quand j'appelais quelqu'un, j'avais presque à 100% un rendez-vous prévu, en fait. Alors, pas le lendemain, on est très clair. Peut-être dans 6 mois, même des fois, c'est arrivé, la personne me dit, pas avant 2 ans. Je lui disais, ouais, trop cool, écoutez, on prend rendez-vous dans 2 ans. Et ça la faisait rire, ça décontractait, mais en même temps, on avait quand même le rendez-vous pris. Et en fait, le client décidait de la temporalité, mais vous aviez quand même une next step prévue. Et l'idée, c'est de calculer, en fait, un minima, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez envie de faire, et est-ce que ce cycle de prospection vous permet, en fait, d'atteindre, en fait, les objectifs que vous voulez vous fixer. Et ensuite, vous pouvez faire un espèce de suivi dans un fichier Excel, de dire, combien de personnes vous avez appelé cette semaine, c'est quoi les retours et c'est quoi les next steps.
Et ça, c'est vraiment, à mon sens, quelque chose qui vous permet en fait de reprendre un peu de recul sur votre activité. Et ça se joint vraiment à, en fait, moi parfois je travaille avec des intermédiaires. Donc là, j'ai moins de prospection à faire, je réponds à une offre, j'ai le bon profil, je vais travailler chez les clients. Et parfois, je vais avoir du temps pour moi-même faire ma prospection. Et du coup, ça nécessite, je fais vraiment des missions en indépendant, en direct avec le client. Là, ça va me demander de passer 5 coups de téléphone par semaine. Je sais que le lundi, mardi et jeudi, je suis chez les clients, je vais le faire le mercredi et le vendredi. Et donc, si vous ordonnez votre agenda, vous arriverez à la fin vraiment à atteindre vos objectifs, en fait. Et le volume va déterminer vos objectifs individuels de rémunération aussi, de capacité de développement, et de déterminer, en fait, un peu comme un budget annuel avant de commencer votre année, en fait. Et ça vous permet de faire tous les mois, en fait, un petit suivi en disant, ouais, là, je suis sur une bonne tendance, là, je suis un peu en retard. Et ça vous permet de corriger le tir, en fait. Ensuite, là, c'est... Je regarde, je suis un peu en retard. Ouais, après, il y a dans les rendez-vous, on en reparlera sûrement, on refera d'autres webinaires sur ces sujets où on creusera un peu les sujets, un peu les éléments, mais il faut ne pas mentir, savoir dire non, ça c'est vraiment important, comme je vous l'ai dit, être honnête, humble et ne pas faire croire qu'on sait tout. Et ensuite, c'est ça aussi qui vous permet de ne pas baisser votre prix et de dégager de la confiance, en fait. L'idée du prix, c'est une question qui doit arriver à la fin, mais globalement, si une personne est convaincue par ce que vous pouvez proposer, est convaincue que vous êtes la bonne personne, ça lui permettra, elle, d'avoir de la confiance envers vous et ça lui permettra aussi de valider le prix que vous pouvez lui proposer, en fait. Et ça, c'est clair. Le prix, c'est un élément important. Mais si demain, le retour sur investissement de ce que vous faites, vous pouvez le justifier et vous en avez déjà fait l'expérience et vous pouvez le prouver, clairement, si le retour sur investissement est bon, il n'y aura pas de problème de prix, en fait. Et ça, moi, j'en suis fondamentalement convaincu. Et donc, bien évidemment, toujours fixer des next steps. Ça peut être une next step de vente, mais une next step de suivi de projet. Hein. Clairement, tous ces tips-là, en fait, c'est plus, moi, des tips que je m'applique dans le développement de mon entreprise, en fait, sur un peu tous les sujets. Et enfin, l'idée, c'est de prendre des notes, parce que on a toujours 50 milliards de trucs dans la tête, et si on ne prend pas de notes, on va oublier ne serait-ce le prénom de l'assistante, et c'est quand même cool d'avoir un peu plus d'intuitu avec la personne quand vous la rappelez, mais aussi de savoir à quelle étape je suis avec la personne, en fait. Est-ce que je l'ai déjà appelé? Est-ce que je l'ai appelé la semaine dernière? Et par exemple, si elle me dit, rappelez-moi dans 2 semaines, et vous mettez dans votre Excel ou dans votre CRM ou autre, je dois la rappeler à telle date ou dans votre agenda. Comme ça, vous savez que vous respectez le délai qu'elle vous a donné. Moi, quand une personne me disait, vous pouvez me rappeler dans 2 semaines, je la rappelais vraiment dans 2 semaines. Et si elle me disait, mais vous m'emmerdez, je disais, attendez, vous m'avez dit que je pouvais vous rappeler dans 2 semaines. Et là, elle va tout de suite se dire, ah oui, c'est vrai, non, ouais, mais aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Et donc là, tout de suite, vous allez vous dire, ouais, ok, bon, c'est peut-être pas pour tout de suite, donc je vais lui proposer de la revoir plus tard. Et ça vous permet, encore une fois, de vous situer par rapport à elle. Et ensuite, vous pouvez, donc ça, c'est un peu, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'utiliser les bons outils pour prospecter, et il y en a plein. Et c'est des outils qui sont, à mon sens, un peu fondamentaux aujourd'hui. Alors, ça, je vais le passer un peu. L'idée, c'est plus de vous dire quoi? C'est de vous dire, et je vous enverrai les slides, donc vous pourrez le regarder, mais il y a des outils qui vont vous permettre de rentrer en relation avec des gens rapidement, et que, je vous prends un exemple. Sur LinkedIn, souvent, vous demandez de rentrer en contact avec une personne, ce qui va vous permettre de discuter avec elle derrière, ça peut s'automatiser, clairement. Parce que quelle est la plus-value de rajouter 10 personnes et cliquer se connecter et de passer 20 minutes à faire ça dans sa journée? Ça, vous pouvez l'automatiser. Et toutes ces micro-tâches,
en fait, sont des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée et qui peuvent clairement s'automatiser au maximum. Et ça, c'est aussi un autre sujet. On en a déjà fait un peu un webinaire la dernière fois là-dessus, sur comment automatiser au maximum ces tâches et les outils que vous pouvez utiliser. Et donc, c'est ce que vous allez retrouver un peu ici. Moi, je vous conseille ces outils-là. C'est Prospecting Casper ou Phantom Buster qui vont vous permettre d'automatiser une grande partie de votre prospection pour trouver des clients, trouver vos cibles et automatiser des schémas en fait de prospection. Ensuite, Calendly, fondamental pour fixer des rendez-vous avec votre prospect. Au lieu qu'ils vous disent, qu'ils vous envoient un mail, je vous propose lundi à 14h, mardi à 18h et mercredi à 16h, mais en fait, finalement, mercredi, ça va changer entre le temps où il va vous envoyer le mail et le temps où vous allez lui répondre. En fait, vous lui envoyez le lien de Calendly, vous dites, vous pouvez prendre rendez-vous à n'importe quel moment sur les créneaux qui sont dispo et vous pouvez le matcher avec votre agenda, en fait. C'est top, c'est fondamental d'avoir ça aujourd'hui et ça vous évite indirectement, ça vous évite de perdre le client, en fait. Parce que parfois, il va avoir 5 minutes à checker ses mails, et s'il voit que vous ne lui répondez pas, en fait, il va vous oublier, et après, il y aura d'autres choses qui vont arriver. Pour qualifier ces rendez-vous entrants, si vous avez beaucoup de demandes, un Typeform pour qualifier les besoins, ça peut être intéressant pour savoir est-ce qu'il vaut mieux travailler avec cette personne ou avec cette personne, quel niveau de besoin, de rapidité, etc. Et après, vous allez avoir des outils pour encaisser les acomptes, comme Conto ou Shine, si vous voulez garder aussi votre banque à côté classique, et automatiser au maximum avec Zapier ou Integroma, qui vont vous servir à quoi? C'est à relier tous les outils que vous utilisez. Des outils, il y en a des tonnes, mais l'idée, c'est de les relier les uns avec les autres pour faire en sorte que si demain, vous créez une facture sur Excel que vous imprimez en PDF, quand vous rentrez un client dans votre dans Freebie, que ça puisse directement générer une facture automatique, peut-être sur Excel, avec le nom, l'adresse est déjà complété si sur Freebie le template ne vous va pas. Donc l'idée, c'est vraiment de relier tous ces schémas les uns avec les autres. Et donc c'est pour ça que Freelance Stack en fait vous permet de retrouver en fait tous ces outils sur la plateforme. Donc là, je vais arrêter le partage. Alors, on va vous envoyer les slides, pas d'inquiétude. Et l'idée, c'est de répondre à vos questions. Alors, que pensez-vous de la sous-traitance et surtout le nombre... Qu'est-ce que je pense de la sous-traitance et surtout le nombre limite d'intermédiaires? En fait, très clairement, c'est propre à chacun, en fait. Moi, parfois, je travaille avec des intermédiaires. Parfois, je ne veux pas du tout travailler avec des intermédiaires parce que j'y vois pas l'intérêt. En fait, ça va vraiment dépendre du projet d'entreprise aussi que vous avez. Les intermédiaires vous permettent de réduire clairement et d'arriver à une prospection à zéro, vous permettent de vous assurer contre énormément de risques en fait potentiels, de défaut du client, de non-paiement, de travailler avec ces outils directement, d'être finalement beaucoup mieux onboardé quand vous allez travailler chez les clients. Donc, il y a énormément d'avantages, mais indirectement, vous aurez une rémunération un peu moins importante parce que vous passez par un intermédiaire. Donc, moi, je sous-traite même parfois certains travaux à d'autres personnes que je ne fais pas en direct. Et pourquoi? Parce que j'essaie d'apporter le maximum de valeur et de ne pas tout faire parce que des fois, ça me prend trop de temps et que ça n'a pas de valeur ajoutée. Et donc, ça dépend vraiment de vos envies et de vos besoins. Moi, je vous dirais que moi, ce que j'essaye, c'est d'avoir un équilibre, c'est-à-dire de ne jamais dépendre d'une seule personne. Ça, moi, je trouve que ça, c'est fondamental. Mais ça, c'est un principe un peu de vie que moi, je m'applique. C'est ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et c'est bien, en fait, de tester différentes façons de faire. Et à la fin, quand vous aurez testé, vous verrez ce qui vous convient le mieux, en fait. Mais il n'y a pas de meilleure solution. Donc ça, c'est vraiment ce que je peux vous conseiller. Se protéger, oui, donc oui, clairement, se protéger avec des contrats, c'est fondamental, en fait. Et effectivement, l'intérêt d'un intermédiaire, c'est qu'en fait, il va proposer des contrats types et c'est lui qui va gérer, en fait, toute cette partie-là avec le client. Donc, et franchement, ça vous évite parfois le fait de pouvoir travailler avec cette personne. Parce qu'il y a des moments où, si vous apportez votre propre contrat,
qu'ils envoient au juridique et que le juridique dit ouais mais cette clause-là, elle n'est pas très claire, machin et tout, ça peut clairement diminuer la probabilité de chance que vous travaillez avec cette personne. Donc, encore une fois, ça dépend de votre capacité à dégager de la confiance, votre envie de prospecter et les différentes missions que vous pouvez trouver par vous-même ou en passant par des intermédiaires en fait. Mais pour moi, les deux se conjuguent très bien. Une app moins chère que Zapier, oui, pour moi, il y a Integroma qui, à mon sens, est moins cher. Et puis sur Freelance Stack, sur Integroma, il y a un code promo pour moins 20%. Pour Zapier, il n'y a pas, c'est le moins 20% classique. Un workflow de prospection, j'en ai en tête, je ne les ai pas écrits, mais j'en ai en tête, ouais. Mais après, en fait, l'idée, c'est que moi, mon workflow de prospection, il est principalement fait sur la base du feeling que je vais avoir avec la personne. Et ça rejoint peut-être une question, combien de temps je relance le client? Je vais le relancer en fonction de la réponse qu'il va me donner quand je vais lui poser la question. Moi, à chaque fois, je lui dis, ok, est-ce que soit ça vient naturellement et la personne veut bosser avec moi et on se fixe une next step directe, soit elle me dit, je vous rappelle dans 2 semaines, et je lui dis, ok, donc ça veut dire que si dans 2 semaines, et moi je lui dis ça, je lui dis, si dans 2 semaines, j'ai pas de vos nouvelles, je me permets de vous rappeler. Et là, la personne vous dit, soit elle vous dit, ah oui, non, c'est moi vraiment qui vous rappelle, donc là, vous vous dites, ok, peut-être qu'elle me rappellera jamais, mais c'est elle qui prend cette décision. Et donc, vous savez comment vous situer par rapport à elle. Ou soit elle vous dit, ouais, carrément, sans problème, et moi, c'est ce que je fais. Du coup, je me note dans mon agenda de la relancer. Mais je considère vraiment qu'à partir du moment où vous prenez du temps pour quelqu'un, qu'elle vous dit on se rappelle dans 2 semaines et qu'elle ne vous rappelle pas, vous pouvez la rappeler. Et si la personne ne veut plus parler avec vous, c'est à elle de vous le dire. Moi, je pars du principe que tant que la personne ne me répond pas, elle me donne l'accord de la recontacter. Et ça, c'est assez naturel, en fait. C'est-à-dire, vous avez droit à avoir une réponse, en fait. Donc la réponse peut être automatisée, elle peut être faite par un intermédiaire ou autre, mais on ne vous accusera jamais d'harceler les gens tant que la personne ne vous a pas répondu. Moi, je dis souvent aux gens, si je vous saoule, vous me le dites, vous n'aurez plus jamais de nouvelles de moi. Mais tant que je n'ai pas de vos retours, je considère que ça peut vous intéresser, donc je vous relance en fait. C'est comme une newsletter d'avoir le truc unsubscribe. Moi, j'ai un unsubscribe perpétuel avec moi. Si la personne me dit ça m'intéresse pas, on se rappelle pas en fait. Et c'est pas grave. Et moi, ça me permet de passer à autre chose aussi. Est-ce que j'ai mis en place des actions issues du growth? Oui, parce qu'à mon sens, tous ces conseils-là que je peux vous donner, ces outils-là, c'est lié à du growth en fait. Effectivement, prospecting, c'est hyper bien, mais attention à bien cibler à vos messages, parce que franchement, moi j'ai reçu des messages en mode j'aimerais appartenir à votre réseau parce que j'ai vu que vous étiez le CEO de Freelance Stack slash tout le titre qu'il y a dans mon profil LinkedIn. En fait, en gros, le message, vous voyez qu'il est robotisé, qu'il n'a aucun intérêt. Et moi, quand je vois ça, clairement, parfois je réponds, mais des fois, je dégage le truc parce qu'en fait, je me dis non, mais la personne, elle veut profiter de mon réseau carrément avec plaisir, mais son message, il n'est pas du tout adapté en fait. Je perds directement confiance en cette personne en fait. Je me dis que si demain elle doit travailler pour moi, si elle m'envoie un message comme ça, ça commence pas très bien en fait. Freebie par rapport à une app de compta. Pour moi, Freebie, c'est une façon de gérer sa facturation et aussi une app de compta, en tout cas d'extraire en fait les données pour envoyer à votre comptable. Donc pour moi, à mon sens, c'est le même positionnement. En fait, simplement, Freebie est vraiment dédié aux indépendants, donc est vraiment fait pour ça et répond vraiment aux besoins et aux problématiques des indépendants. Est-ce que l'on peut proposer de demander une catégorie ou outils par achat groupé? Oui, sur les achats groupés, l'idée c'est que si jamais vous trouvez pas votre bonheur dans les 300 outils qui sont référencés, vous pouvez en faire une demande dans les achats groupés. Et en fait, c'est souvent, vous allez sur le site, vous soumettez votre besoin, moi je regarde, vous me fixez la priorité, et soit je peux y répondre directement pour vous, soit ça peut intéresser d'autres personnes. Mais souvent, en fait, les achats groupés, c'est au travers des communautés. C'est-à-dire, par exemple, Tiffany, chez Cherry Pick, elle peut me dire,
nos indépendants, ils ont X ou Y besoins que tu n'as pas aujourd'hui. Est-ce que tu peux te renseigner sur ces sujets-là? Voilà comment souvent c'est traité. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, n'hésitez pas. Je vous remets et on va, si vous voulez, terminer sur la petite fenêtre que je vous montre là, à savoir mon adresse email ici pour me contacter. Vous retrouverez, on va vous envoyer aussi les slides et vous retrouverez un replay comme ce webinaire est enregistré. Et en attendant, Céline et moi, on vous souhaite un bon week-end.